Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour un nouvel épisode d'une semaine en comics, qu'on aurait pu rebaptiser pour l'occasion une quinzaine en comics, vu qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, pour cause de vidéos sur les nouveautés d'octobre. Ceci dit, les nouveautés de la semaine dernière, en ce qui me concerne, ça va aller vite, puisque j'ai pris que les deux premiers Sin City chez Huggin et Munin dans leur édition collector. Et vraiment, je regrette mon achat. Sachant que l'édition souple est à 20€ et que cette édition cartonnée est à 35€. Alors à première vue comme ça, ils ont l'air plutôt jolis, mais si on rentre un peu dans les détails et si on regarde d'un petit peu plus près, là ça va un petit peu piquer. Alors déjà, j'en ai rapidement parlé dans la vidéo sur les sorties d'octobre, c'est la reliure. Ça, après la lecture du tome, eh ben, mon exemplaire, il ressemble à ça. Le dos, je ne sais pas si ça se voit bien, mais j'ai le dos qui est plus du tout d'équerre. Alors, j'ai à peu près le même problème avec le tome 2, même si c'est un peu moins marqué. Et en tout cas, je vous confirme qu'ils n'étaient pas dans cet état avant que je les lise. Alors, vous pouvez penser que c'est parce que je suis une grosse brute qui manipule ces bouquins comme un sanglier, mais je vous promets que non. Deuxième point, les bonus dans cette édition. En début d'ouvrage, on a une préface qui est signée Yann Graff et Jean-Marc Lenné. Ça, c'est le point très positif de cette nouvelle édition Huggin et Munin. Mais je vous rassure, on retrouve également cette préface dans l'édition en souple. Les bonus proprement dit du collector, on les trouve en fin de volume. Et sur le premier tome, c'est une douzaine de planches signées Frank Miller. Et puis on a ensuite une demi-douzaine de pin-up, hommage à Sin City et à Frank Miller, avec notamment, on a là du Klaus Johnson, on a du Paul Pope ou du Philippe Tan. Et dans le tome 2, là, ça va aller très vite, les bonus, c'est quatre pages, sans commentaire. Troisième point, le format, qui est plus grand que l'édition souple. Édition souple qui a vu de nez me semble similaire à l'édition originale. Alors, bon, la différence n'est pas énorme, mais elle n'est pas négligeable non plus. Sauf que, quand on ouvre le bouquin et qu'on compare, eh ben, on se rend compte que la différence de taille au niveau des planches, là, elle est quasi inexistante. Déjà, sur l'édition collector, on a une très grande marge inférieure, et au final, la planche, elle gagne à peine 1 cm en longueur, et même pas un demi-centimètre en largeur. Donc, pour du grand format, tu repasseras. Dernier point qui m'a un peu dérangé dans cette édition, mais là c'est valable aussi pour le souple, c'est la police de caractère qui a été choisie. Alors dans l'absolu, elle n'est pas du tout vilaine, ni même désagréable à lire, hormis le fait qu'on voit quasiment pas les points en fin de phrase, mais c'est surtout une police qui est très fine, ce qui fait que souvent le texte dans cette version occupe moins de place que dans la version originale, ce qui donne sur certaines planches des bulles qui ont quand même l'air un petit peu vides. Et puis, alors, quand même, pour finir, merci à Huggin et Munin pour le cadeau offert pour l'achat de ces deux premiers tomes, à savoir des cartes à jouer. Génial! Et donc, pour chaque tome acheté, vous aurez droit à 9 nouvelles cartes. Et à la fin, vous pourrez jouer à la belote avec vos potes. C'est génial! Non mais sérieusement, qui est le Toto qui a trouvé que ce serait une bonne idée d'offrir aux acheteurs ce genre de truc, plutôt que, je sais pas, un bel ex-libris par exemple? Enfin bon. Bref, mon conseil, si vous n'avez pas encore Sin City dans votre bibliothèque, achetez-le, mais dans ce cas, optez pour l'édition souple à 20€, plutôt que pour cette édition à 35€ qui vraiment ne les vaut pas. Et puis,
avec les 15 euros que vous aurez économisés, eh ben, achetez-vous Grizzly Shark, écrit et dessiné par Ryan Otley, le dessinateur d'Invincible, c'est marqué sur la couverture. Grizzly Shark qui paraît donc chez Comics Initiative, un récit qui a d'ores et déjà remporté le Debilos Award 2023 dans la catégorie « Mais qu'il est con ». Parce que oui, Grizzly Shark, c'est bien une histoire dans laquelle un requin bouffe des gens dans la forêt. Parce que ouais, on le dit pas assez, mais partir à la chasse aux ragondins ou à la cueillette aux champignons, eh ben ça peut vous tuer. Donc restez chez vous à lire des comics, c'est beaucoup plus sûr. Donc oui, c'est une grosse déconnade. Déjà en soi, c'est une qualité, mais en plus c'est quand même une grosse déconnade qui est très inventive au niveau du scénario, que ce soit dans les manières de se faire bouffer par un requin au coin d'un bois, ou au contraire de mettre au point des stratagèmes approximatifs pour rester en vie. Et en plus, comme c'est du Comics Initiative, eh ben, c'est un très bel objet, avec à la fin une partie making of, qui revient sur les origines du projet, et sur son développement. Donc, eh ben, Grizzly Shark, c'est à la fois parfaitement crétin et rigoureusement indispensable. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, eh ben, je lui consacrerai une vidéo dédiée et ce sera bien fait pour vous. Dans un genre très différent, les éphémères, le nouveau récit de Jeff Lemire. Là, on peut difficilement faire plus éloigné de Grizzly Shark niveau ambiance. Par contre, eh ben, comme chez Comics Initiative, on a ici aussi un très bel objet, ce qui est aussi un peu la marque de fabrique de chez Futuropolis. C'est donc le premier d'une série en 2 tomes, écrite et dessinée par Jeff Lemire. Alors, j'ai lu que le premier des 3 chapitres pour l'instant. C'est vraiment une ambiance très étrange, avec 2 récits en parallèle, mais dont on comprend assez vite comment ils s'articulent. On est d'abord dans un petit village envahi par des éphémères, des sortes de papillons de nuit qui vivent que quelques heures ou quelques jours avant de mourir, avec 3 gamins qui traînent dans les rues. Et puis, ensuite, on va suivre cette gamine un peu bizarre, qui va tomber sur un fugitif planqué dans l'étable de son père. Tout ça baigne dans une ambiance très étrange, et ça va assez vite prendre une tournure franchement fantastique. Alors, j'en reparlerai certainement plus tard, peut-être après avoir fini ce tome, ou peut-être que j'attendrai l'apparition du 2e, je ne sais pas encore. Je verrai quand j'aurai fini de le lire. Autre sortie de la semaine, le tome 2 de Batman Dark City, intitulé « L'homme chauve-souris de Gotham ». C'est toujours Chip Zdarsky au scénario. Zdarsky, dont j'ai vraiment aimé le premier tome. Et au dessin, c'est principalement Mike Hawthorne. Et ça, j'avoue que ça m'enchante beaucoup moins. Même si, par la suite, on trouvera un peu de Jorge Jiménez, ainsi que Michael Ranin et Miguel Mendonça. Visiblement, côté scénar, Zdarsky prend une direction très différente de ce qu'il a fait précédemment. Je suis plutôt curieux de lire ça. Un poil inquiet quand même, j'avoue. J'essaierai de faire un débrief un peu plus tard, peut-être dans une vidéo dédiée, ou au moins, dans un prochain, une semaine en comics. Pour finir, sur les sorties de la semaine, un bouquin que j'ai pas eu, je l'aurai la semaine prochaine, et je pourrai le présenter à ce moment-là, c'est le tome 2 de l'anthologie Vampirella chez Delirium. Ça, c'est le volume 1 qui était sorti en 2015. Ouais, les fans de la Demoiselle ont quand même dû attendre 8 ans pour un 2e volume. Alors, je ne vais pas attendre d'avoir récupéré le volume 2 pour en parler, déjà parce que dans la vidéo consacrée aux sorties d'octobre que j'ai postée en début de semaine, j'ai complètement oublié de parler de ce tome 2 de Vampirella. Il y a tellement de trucs à apparaître chez tellement d'éditeurs différents, c'était quand même à peu près sûr que j'oublierais quelque chose, mais ça m'emmerde vraiment que ce soit la nouveauté Delirium du mois que j'ai oublié. En attendant donc de choper ce volume 2, petit retour rapide sur ce volume 1, avec au sommaire une bonne trentaine de récits tirés des 15 premiers numéros de la revue Vampirella, qui date donc du tout début des années 70, et avec, parmi les artistes qu'on trouve au sommaire,
eh ben on trouvera quand même Neil Adams, Jeff Jones, Wallace Wood, Barry Windsor Smith, Frank Brunner, Dave Cockrum ou Esteban Maroto. Franchement, on a connu des sommaires qui étaient pires que ça. Alors, pour autant que je sache, ce premier volume est toujours disponible. Le bouquin est magnifique, il est vendu 29 €. Et bah là, oui, pour un objet pareil, je trouve que ça les vaut amplement. Donc, je vous encourage à y jeter un œil, et on reparle dans l'épisode de la semaine prochaine du tome 2. C'est tout pour les sorties de la semaine. Et pour finir, on va revenir à quelque chose qui est sorti il y a quelques temps déjà. Le dépôt légal est daté de février 2023. Et pour une fois, on va parler d'une création française, plus exactement franco-argentine. C'est Héritage de Mathieu Thollet et Natalio Anastasia. Alors en fait, c'est le scénariste Mathieu Thollet qui m'a contacté pour me demander si ça m'intéressait d'en parler. Et puis, après l'avoir lu, ouais, j'ai bien quand même envie d'en dire 2-3 mots. Héritage, c'est du super-héros tout à fait classique, avec un héros qui s'appelle The Shield, qu'on voit en couverture, et qu'on retrouve à l'intérieur face à son ennemi juré, qui lui s'appelle Crimson Crown. Là, on est vraiment dans du classique, y compris dans le design des personnages. Et le récit adopte le point de vue d'une gamine, qui s'appelle Sophia, qui ne doit pas avoir plus de 10 ans, et qui est élevée par son père, un père qui est souvent absent à cause de son boulot. Sauf que, la gamine s'est persuadée que si son père est absent aussi souvent, c'est parce que, en réalité, c'est lui, The Shield. Et évidemment, quand elle a la mauvaise idée d'en parler à ses camarades de classe, ça fait rire tout le monde. Donc voilà. Sur le scénario, je ne vais pas aller plus loin. On est effectivement sur du super-héros très classique, qui joue avec tout un tas d'archétypes de ce genre de récit, mais avec, au niveau de l'intrigue, un twist qui est vraiment intéressant et qui va donner une nouvelle dynamique au récit à peu près à mi-parcours. Le scénario fonctionne bien, il met en place les différents éléments de son intrigue très clairement, et il donne à voir l'intimité entre le père et sa fille, qui est vraiment l'élément essentiel pour que l'histoire fonctionne. C'est un premier épisode qui donc met en place beaucoup de choses en seulement 22 pages. Ça appelle évidemment une suite qu'on espère voir paraître en 2024. Mais déjà, rien que ce seul récit, en fait, il est presque autosuffisant. On a évidemment envie de lire la suite, mais il est déjà satisfaisant en tant que tel, simplement parce que, en partant d'une situation qu'on a lue 100 fois, qu'on connaît par cœur, il aboutit 22 pages plus loin à une situation qui est très différente à tout point de vue. Les personnages ont évolué, leur situation est plus la même, et donc, de ce point de vue, ça donne un récit qui est à la fois conclusif, mais tout en ouvrant l'histoire à quelque chose d'autre. Côté dessin, c'est donc signé Natalio Anastasia, qui est un dessinateur argentin et qui réalise dessins, ancrage et couleurs. Et là aussi, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas du tout un dessin d'amateur qui se fait plaisir, c'est un vrai boulot de pro, que ce soit au niveau du trait ou du storytelling. Alors, certaines planches, je trouve qu'elles manquent un petit peu de finition à mon goût, mais c'est quand même vraiment pas mal. Le bouquin en lui-même, c'est un comic book d'une 40aine de pages, sur papier glacé très épais, avec une grosse partie bonus, dans laquelle on va retrouver le making-of de la série, les dessins préparatoires de Natalio Anastasia, les commentaires de Mathieu Thollet, et puis pour finir, on va avoir droit à une galerie de pin-up, avec des noms qui devraient vous dire quelque chose, je pense. On a Chris Malgrin, on a Morisset, Jean-Jacques Dzialowski, Stéphane Roux et Joffo. Et Mathieu Thollet m'a même très gentiment envoyé ces quelques tirages grand format, avec là encore du Stéphane Roux, du Morisset et du Jean-Jacques Dzialowski. Donc voilà. Pour vous procurer ce premier numéro d'Héritage, il n'y a pas vraiment de site qui le propose à la vente. Le plus simple, c'est de contacter Mathieu Thollet ou l'association Dante Comics sur Facebook, Twitter ou Instagram. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. J'espère qu'on verra annoncer prochainement un numéro 2, auquel cas, ce sera l'occasion d'en parler et de soutenir le projet dès son lancement, cette fois, plutôt que 6 mois plus tard. Et voilà.
Donc, eh ben, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.